Bonjour et bienvenue sur ACEP Live. Nous recevons aujourd'hui Emmanuel Le Chypre. Emmanuel Le Chypre, bonjour. Bonjour, bonjour à tous. Vous êtes économiste et éditorialiste sur BFM Business et BFM TV. Vous allez justement nous aider à mieux appréhender cette crise. Nous avons reçu beaucoup de questions d'opticiens, mais avant de commencer, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de cette crise ? Je crois qu'il y a un message vraiment important que je voudrais faire passer, c'est d'abord de faire comprendre le moment dans lequel on était avant cette crise. On traversait une de ces crises structurelles, comme on en traverse à peu près tous les 80 ans, parce qu'il y a une grande révolution technologique qui arrive, qui bouleverse complètement les règles du jeu économique. Ajouter à ça la contrainte climatique, par exemple, fait qu'on était vraiment dans une crise de mutation de notre système économique. Cette crise, c'est des crises comme ils sont produits tous les 80 ans à peu près, et on met en général 10 à 20 ans à s'en sortir. Et moi, ce qui m'apparaît avec cette crise sanitaire, et c'est peut-être là qu'on peut dire que c'est un mal pour un bien d'ailleurs, c'est que cette crise sanitaire, en fait, elle n'est pas en train de nous précipiter vers un nouveau monde. Elle est en train d'accélérer le monde qu'on anticipait déjà avant cette crise de Covid-19. Prenez par exemple le capitalisme plus durable, ce capitalisme moins court-termiste, plus vert, plus riche de sens. On le voyait déjà émerger. Et on se dit qu'avec cette crise sanitaire, il va sans doute arriver plus vite. La digitalisation dans les foyers, dans les entreprises, évidemment que c'était une tendance qui était déjà à l'œuvre et qui là, on le voit bien, est en train de s'accélérer. Si vous regardez les efforts que font les entreprises pour se digitaliser, et alors le cas typique, c'est le cas du petit commerce, il y a eu plus d'efforts qui ont été faits au cours des 6 derniers mois qu'au cours des 5 années précédentes. Prenez le creusement des inégalités, on le voyait déjà se dessiner. Prenez ce besoin de protection exprimé à travers le retour de l'État, par exemple. Il était déjà en germe avant cette crise sanitaire. Le grand retour de la valeur proximité, qui veut dire aussi bien relocalisation, circuit court, renouveau des campagnes. Renouveau des campagnes, il faut rappeler qu'aujourd'hui, la population des campagnes augmente plus vite que la population des villes. Ce monde de moindre mobilité, où on a moins envie de prendre l'avion, où on fait plus de télétravail, où on fait moins de tourisme, tout ça, c'était un monde qui se dessinait avant cette crise sanitaire, mais que la crise sanitaire va précipiter. Et le message positif, moi, que je voudrais envoyer, c'est de dire, regardez, cette transition pénible qui aurait pu durer 10 ans ou 20 ans, et peut-être qu'avec cette crise sanitaire, elle ne durera peut-être que 5 ans ou 10 ans. Cette crise, elle est quand même unique par son ampleur. Quels sont ces mécanismes et surtout, quels sont les moyens de s'en sortir ? Alors, je crois qu'effectivement, cette crise, elle est totalement unique par sa nature. Il faut rappeler que la crise de 2008-2009, par exemple, comme toutes les grandes crises financières, elle vient d'excès d'endettement commis par l'immobilier notamment. Elle a mis les banques par terre et donc c'est des crises comme on en connaît régulièrement. Là, ce qui est quand même totalement inédit, c'est qu'on a procédé à une fermeture administrative de l'économie. Et ça, c'est vraiment du jamais vu. C'est un choc extérieur sur notre économie. C'est pas une crise qui vient de l'intérieur du système. Et ça, c'est très différent. Alors oui, unique par son ampleur. Jamais on avait vu le PIB baisser de 10% sur une année, chuter de presque 14% au cours d'un trimestre, remonter de 18% au cours du trimestre suivant. Je vous rappelle que chaque année, quand on fait des prévisions économiques, on se fait des frayeurs pour savoir si on va faire 1,5, 1,7, etc. Là, on est dans un monde qui est totalement nouveau. Au total, on peut dire qu'il y a à peu près un quart des entreprises qui ont profité de la crise, un quart des entreprises qui en ont vraiment souffert, et puis la moitié des entreprises qui sont en phase de vraiment convalescence. Et puis surtout, très important, elle a creusé cette crise, les inégalités entre les ménages. Et ça, c'est vraiment un phénomène majeur. Vous avez 4 Français sur 10 qui déclarent avoir perdu du pouvoir d'achat pendant cette crise. Ça, c'est ce que nous dit une enquête réalisée par Cofidis. Donc, crise inégalitaire. Après, attention, autre message optimiste quand même. Contrairement à la crise de 2008-2009, parce que quand on entend c'est la pire crise, vous avez vu les chiffres que je vous ai cités, 10% de baisse du PIB sur l'année, on nous dit c'est la pire crise depuis 29. Mais pas du tout. Pas du tout, parce que justement, la crise de 29, c'était une crise financière. Il y avait beaucoup de convalescence, parce qu'il fallait assainir, apurer le système financier. Là, on peut penser que dès qu'on rouvrira administrativement l'économie, eh bien, ça repartira comme avant. Donc, ce qu'il faut retenir aussi comme message, et ce que nous apprennent les économistes, c'est que ce qui fait la gravité d'une crise, c'est pas sa violence, c'est sa durée.
Hein. Et donc cette crise, c'est pas la pire crise économique qu'on ait connue depuis les années 30. Et ça, c'est plutôt aussi un message positif. Alors justement, comment va se dérouler la reprise? Est-ce qu'il y a plusieurs scénarios possibles? Alors oui, plusieurs scénarios possibles. En tout cas, il y a des scénarios différents selon les secteurs. Qu'est-ce qu'on a vu? On a vu que quand on a fermé, encore une fois, quand on a tiré le rideau, grosso modo, là on est au mois de mars-avril, on a à peu près 40% de l'économie française qui a fermé. Donc au mois d'avril, l'économie française est tournée à peu près à 63%, nous dit la Banque de France, de ses capacités habituelles. Qu'est-ce qui s'est passé au moment où on a déconfiné progressivement? On a récupéré assez vite. Hein. Il y a eu cette forme de reprise dite en V sur 5 semaines qui fait que quand on a attaqué les grandes vacances, on était déjà à presque 90% du rythme normal d'activité. Après l'été, on était à 95%. Simplement, il y a eu effectivement les mauvaises nouvelles sanitaires de la rentrée. Et on voit qu'on a en fait 4 profils de secteurs. On a ce qu'on pourrait appeler un profil en T. C'est-à-dire en gros des secteurs qui étaient fermés et qui ont brutalement rouvert et qui ont retrouvé un niveau normal d'activité. Après, il y a le deuxième profil qui sont... donc ça, c'est le premier profil, c'est les secteurs qui n'ont quasiment jamais souffert de la crise. Deuxième profil, c'est les secteurs qui effectivement ont été totalement fermés pendant le confinement et qui ont redémarré de façon extrêmement rapide. Et là, c'est le fameux profil en V. C'est des secteurs qui sont relativement insensibles aux changements incessants de règles sanitaires. Ça a été le cas, par exemple, on l'a vu pour tous les services type... il y a un indicateur qui est très intéressant, c'est toujours la publicité. Parce que la publicité, c'est toujours un indicateur avancé de l'activité. Vous voyez que, par exemple, si vous comptez le nombre de spots diffusés à la télé, et ben, vous avez retrouvé ce profil en V. Les ventes d'automobiles, ça a été le cas. Il y a un troisième profil qui est le plus grave, le plus catastrophique, j'ai envie de dire. C'est le profil qu'on appelle en L, c'est-à-dire ces secteurs qui sont tombés et qui pour le moment restent au fond, et qui sont des secteurs qui sont encalminés et pour lesquels les perspectives de reprise eh bien, sont vraiment repoussées au calendrier grec. Et là, on pense à tous les secteurs comme le tourisme, comme le voyage, comme l'hôtellerie, où là, on se dit, mais quand est-ce que ces secteurs vont sortir de la crise? Et pour ces secteurs-là, c'est très compliqué. Et puis, il y a les secteurs pour qui finalement la rentrée a été une vraie douche froide. Et donc là, c'est typiquement restauration, activités sportives, hein, les salles de sport qui pensaient que hop, ça y est, elles avaient redémarré, restauration pareil. Et là, on voit qu'on est sur une activité effectivement qui est en train de replonger. Et là, on met à risque à peu près 10% de l'économie française. Ce qu'on voit aussi sur le marché du travail, et ça c'est très intéressant, c'est que on assiste moins à une vague massive de licenciements qu'à un gel des embauches. Et ça, c'est vraiment très important. C'est-à-dire qu'en fait, il faut se rappeler qu'avant le confinement, la moitié des entreprises françaises avaient des difficultés à recruter. Et donc, qu'est-ce qu'elles se sont dit? Elles se sont dit, bah, il y a le confinement, on sait que ça ne va pas durer éternellement, on va quand même pas supprimer des effectifs et virer des gens qu'on a eu du mal à trouver et à embaucher, donc on fait le maximum pour les garder. Donc, ce à quoi on assiste aujourd'hui, c'est un report des projets d'embauche. C'est ça qui pénalise les jeunes étudiants aujourd'hui. Ce n'est pas les plans massifs de licenciement. Et même chose sur l'investissement. C'est-à-dire que la majorité des entreprises ne disent pas on renonce à nos projets d'investissement, elles disent on reporte ces projets d'investissement. Et ça, c'est vraiment plutôt quand même une bonne nouvelle, une forme de résistance, mais qui s'explique en partie effectivement par l'ampleur des dispositifs qui ont été mis en place par l'État pour essayer d'aider les entreprises. Justement, si on doit dresser un bilan de ces aides, est-ce que c'est efficace ? Et enfin, puisqu'on s'adresse aussi aux opticiens, est-ce qu'ils doivent utiliser ces aides? Alors, en fait, il y a deux éléments dans la stratégie de réponse à la crise sanitaire. Il y a effectivement d'un côté toutes les mesures qui ont été prises sur le plan de soutien économique. Je vais y venir. Mais est-ce que il faut des protocoles sanitaires encore plus durs? Moi, je vais vous dire, mais attendez, le problème, il n'est pas là. Le problème, c'est qui sont les premiers à ne pas avoir confiance dans les protocoles sanitaires mis en place dans les magasins? C'est quand même l'État. C'est ça qui est incroyable. Aujourd'hui, vous n'avez aucun consommateur, vous n'avez aucun client qui vous explique qu'il a peur d'aller dans un magasin. Mais pourtant, en France, on a eu un protocole sanitaire très très strict. Oui. Les consommateurs en demandent toujours plus. Aujourd'hui, dans l'optique,
on a mis de la distanciation sociale, on a fait de la prise de mesures sans contact, on a fait de la prise de rendez-vous. Est-ce que vous croyez qu'il faut vraiment aller plus loin? Non, bien évidemment que non. Mais moi d'ailleurs, c'est ça que je trouve incroyable, c'est que vous demandez aux clients, mais à aucun moment les clients n'ont peur, à aucun moment les clients ne se sentent en danger dans les magasins aujourd'hui. Mais qui ne tient pas compte de ça? Qui fait comme si les commerçants n'avaient fait aucun effort, et notamment les opticiens? Alors eux, ils ont le droit de rouvrir, là, donc c'est différent. Mais moi, ce qui me choque, c'est qu'on a l'impression qu'on traite les commerçants comme s'ils n'avaient fait aucun effort. Or, c'est absolument pas le cas. Parce que finalement, la seule justification qu'il y a à la fermeture des magasins, c'est de dire, bah oui, mais attendez, en gros, c'est pas qu'on a quelque chose contre les commerçants, c'est qu'en fait, il faut juste limiter la circulation des gens. Et que si on laisse les magasins ouverts, les gens vont circuler. Mais c'est là où on en revient à notre fameux triptyque liberté, santé, économie. C'est-à-dire que le vrai sujet, si le nerf de la guerre, c'est de limiter la circulation des gens, eh ben, vous contrôlez effectivement la circulation des gens. C'est-à-dire que vous ne faites pas une attestation que vous pouvez remplir autant de fois par jour que vous voulez pour sortir. Alors, ok, vous allez me dire, on n'a pas les moyens de mettre un flic derrière tout le monde. Mais alors, faisons ce qu'ont fait tout un tas de pays. C'est-à-dire, utilisons les outils technologiques modernes. Mais on n'est même pas capable de faire ça. Donc, c'est des sommes importantes, mais ce n'est pas non plus des sommes totalement délirantes. Hein, donc, mais là, on voit qu'effectivement, il y a quand même eu beaucoup de choses qui ont été faites pour essayer de combler les trous dans la raquette. Alors, il y a encore des problèmes, hein, les loyers, par exemple, pour les fonds de commerce. Qu'est-ce qui se passe? Donc là, le gouvernement a dit, bah, on va par exemple essayer de faire un crédit d'impôt pour les bailleurs, pour qu'ils incitent à soit ne pas toucher leur loyer du mois de novembre, ou bien à le diminuer. Et puis, il y a quand même aussi le sujet des patrons d'entreprise. C'est-à-dire que quand vous avez des salariés et que vous les mettez au chômage partiel, c'est très bien, mais pour les commerçants et les indépendants, il faut dire que c'est quand même les plus mal lotis aujourd'hui de tout le dispositif. Quand vous êtes salarié, bah, finalement, vous vous en tirez comme avant. Quand vous êtes au chômage partiel, vous vous en tirez quand même pas si mal que ça. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, les vrais fragiles, ce sont les commerçants et les artisans. Et d'ailleurs, quand vous regardez, il y a des enquêtes qui ont été faites, notamment par l'IFOP et la Fondation Jean Jaurès, sur la santé psychologique, les envies de suicide, etc. Les populations les plus fragiles aujourd'hui, ce sont les chômeurs et ce sont les artisans et les commerçants. Nous avons aussi beaucoup de questions sur les effets de cette crise. On a vu que ça a modifié durablement nos habitudes de consommation, mais est-ce que ça va continuer après cette crise? Oui, ça va continuer sans doute. Alors, encore une fois, ce qui est important, c'est de voir quelles étaient les tendances à l'œuvre déjà avant la crise sanitaire. Et c'est vrai qu'on avait quand même, en matière de consommation, des nouvelles tendances qui étaient en train de se dégager de façon assez radicale et assez rapide. Premièrement, tout ce qui concerne les technologies de la distribution et de la consommation. Regardez la montée en puissance des plateformes, c'est absolument spectaculaire. 3 des 5 plus grosses entreprises mondiales sont des plateformes. 7 des 10 plus grosses startups aujourd'hui sont des plateformes. Et puis surtout, les aspirations des consommateurs ont aussi considérablement changé. Avant, le consommateur, il était docile. Alors, les champions du marketing disaient le consommateur, il est sous l'emprise de ce qu'on appelle les 5 P. Hein, les 5 P, c'est la patrie, le parti, le prêtre, le patron, le père. Donc en gros, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le consommateur, avant, avec la pub, vous poussiez ce que vous vouliez dans son caddie, comme un mouton de panurge, hop, il consommait ce qu'il voulait. Maintenant, c'est plus du tout ça, le consommateur. C'est maintenant ce qu'on appelle, non plus les 5 P, mais les 5 I. C'est-à-dire que votre consommateur, il est impatient, il est intransigeant, il est insatisfait structurellement, il est infidèle et il est immodeste. Et ça, c'est des tendances qui étaient déjà à l'œuvre. De même que cette volonté de transparence, c'est-à-dire que votre consommateur aujourd'hui, il veut que votre produit il ait une histoire, il veut connaître cette histoire, il veut vraiment tout maîtriser, il veut que son achat ait du sens. Et puis, le consommateur aujourd'hui, il plébiscite aussi quand même beaucoup les circuits courts. Hein, c'est-à-dire qu'il ne veut plus de tout un tas d'intermédiaires comme il y en avait avant dans les chaînes de production. Un, parce qu'il veut payer moins cher, et deux aussi pour des raisons de confiance. Donc il est
rassurés par l'achat direct. Et puis l'autre tendance aussi qui est vraiment majeure, c'est ce passage de la logique de propriétaire à la logique d'usager. Et ça, c'est vraiment un phénomène majeur. Et ça, pour les opticiens, à mon avis, c'est vraiment une révolution. C'est que ce que le consommateur cherche aujourd'hui, ça n'est plus à être propriétaire d'une paire de lunettes, à être propriétaire d'une voiture, à être propriétaire d'un matelas. Ce qu'il cherche, c'est une solution de confort visuel, c'est une solution de déplacement, c'est une solution de sommeil. Hein, et c'est ça, on est aujourd'hui dans l'économie de la solution. C'est-à-dire que le consommateur, il ne devient plus propriétaire d'un produit ou il n'achète plus un service, il achète la combinaison d'un bien et d'un service pour obtenir la solution à un problème. Mais la réalité, c'est que cette économie de la solution, c'est vraiment l'économie qui est en train de se dessiner. C'est-à-dire qu'en gros, vous n'irez plus chez votre opticien pour acheter une paire de lunettes, vous irez pour que votre opticien, globalement, et pas forcément seulement dans son magasin, vous propose une solution de confort de vision. Et ça, on va y revenir. Mais ça passe par tout un tas de nouvelles propositions. Et ça, c'est vraiment les tendances fortes de la consommation qu'on avait avant la crise. Alors là, qu'est-ce qu'ils nous disent les Français avec la crise ? C'est sûr que globalement, ils ont plutôt envie d'épargner que de consommer. Alors, je vous ai pris quelques chiffres qui sont donnés par des enquêtes. Aujourd'hui, 52% des Français, par exemple, déclarent qu'ils ont mis de l'argent de côté pendant le premier confinement. Et que, voilà, et que vous avez quand même les 2 tiers des Français qui disent qu'ils préfèrent épargner dans les prochains mois. Alors, un phénomène très intéressant, c'est que, par contre, ils n'ont pas tellement envie de rogner sur leur budget de Noël. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils veulent profiter des bonnes affaires. C'est pour ça que on voit bien que tout le débat autour de le procès qu'on fait quelque part en France. Alors là, c'est pareil, il n'y a qu'en France qu'on voit ça. Le procès qui est fait à la vente en ligne en France, par exemple, avec cette tête de Turc qui est Amazon. Voilà, c'est lié quand même au fait que les commerçants français ont un retard dans la digitalisation qui est incroyable. Vous n'avez qu'un tiers des commerçants français qui est visible sur Internet aujourd'hui. En Allemagne, c'est 2 fois plus. En Angleterre, vous avez presque 80% des petits commerces qui sont visibles sur Internet. Le débat sur le méchant Amazon, enfin, je veux dire, il n'y a quasiment qu'en France aujourd'hui qu'on le connaît, qu'on le voit. Donc voilà. Alors après, à plus long terme, on voit bien que cette crise, elle va encore changer des habitudes des consommateurs. On va quand même clairement, mais c'est compatible avec cette idée d'économie de la solution, on va vers une consommation plus sobre. C'est vrai que la surconsommation, l'achat d'impulsion, c'est quelque chose dont on sent que les Français n'ont plus envie de céder à ce genre de tendance. Est-ce que cette crise ne va pas être une opportunité pour revoir la chaîne de production et pour favoriser l'origine France garantie ? Aujourd'hui, quel est le défi de cette fameuse industrie 4.0 ? C'est de réussir à produire de façon compétitive des produits qu'on fabrique en quantité limitée, de façon personnalisée, pour des consommateurs qui en ont besoin très vite. C'est plus la production de masse où on fabrique les mêmes trucs à la chaîne et qu'on fait des économies comme ça. C'est ça le défi de l'industrie 4.0. Et donc, dans cette industrie 4.0, vous avez besoin d'une proximité plus grande entre la production et la consommation. Je vous donne juste un exemple. Le beau costume que j'ai sur moi aujourd'hui, puisque nous sommes habillés à BFM par Smuggler. Smuggler, c'est un des derniers fabricants de costumes en France. Et moi, je discutais avec le patron de Smuggler. Je dis, mais attends, je ne comprends pas. Comment tu fais pour être compétitif avec des pays comme la Turquie, la Thaïlande, pour fabriquer des costumes ? Il dit, mais c'est très simple. Il dit, moi, quand un client me rapporte un costume parce qu'il a déchiré une poche, etc., le costume, il part à Limoges. Je connais quasiment le nom de la couturière qui va s'en occuper. Ça met 2 jours pour arriver, 2 jours pour le faire. Ton costume, en 1 semaine, tu l'as. Si j'envoie ton costume à réparer en Thaïlande ou en Turquie, tu le récupères dans 3 semaines ou 1 mois. Et donc, cet avantage compétitif que donne la proximité, aujourd'hui,
il est redevenu supérieur à l'avantage compétitif du bas coût. Et ça révolutionne aussi les choses. Pourquoi vous croyez que depuis 2 ans, par exemple, on recrée plus d'emplois dans l'industrie en France qu'on en détruit? Pourquoi depuis 2 ans, on ouvre plus d'usines en France qu'on en détruit? Je veux bien qu'Emmanuel Macron soit un président de la République formidable, qu'il a baissé la fiscalité sur le patrimoine. Mais bref, il y a au-delà de la politique économique qui est menée en France et dont on peut considérer qu'elle est plutôt favorable à l'attraction des entreprises étrangères, mais il y a une vraie tendance beaucoup plus lourde à la relocalisation. Et moi, je vous dis, la proximité est en train de redevenir la grande valeur à la mode. Dans ce contexte, quelles mesures devrait adopter le commerçant, l'opticien? Alors, moi je crois qu'effectivement, face aux besoins de ce nouveau consommateur dans cette économie de la solution, il y a des tas de choses qu'il va falloir faire, et même en dehors de la boutique, j'ai envie de dire. Je crois que le premier défi aujourd'hui pour le commerçant, c'est le défi de la data. C'est quand même la grande révolution de ces dernières années. C'est la quantité de données dont on dispose sur les clients. C'est quand même radicalement nouveau. Donc le premier enjeu, ça va être de collecter les datas pour mieux connaître ses clients. Il faut se rappeler quand même qu'avant qu'on ait toutes ces datas à l'ère du marketing, on en était finalement réduit à faire des études pour savoir comment ça allait se passer, mais on projetait. Là, concrètement, la capacité d'interaction entre le client et son commerçant, c'est concret. On sait exactement comment il se comporte. Donc je pense qu'il faut vraiment mettre l'accent sur comment j'utilise les données pour mieux connaître mon client. Deuxième défi majeur, c'est que si vous voulez que votre client il vous donne des données, c'est qu'il faut qu'il ait confiance en vous. Et donc le deuxième défi, pour moi, c'est le défi de la confiance. Comment vous créez un lien de confiance avec votre client pour que votre client, avec bonne volonté, il soit convaincu que lui donner des informations pertinentes sur lui, eh bien, il obtiendra un service de très bonne qualité et qu'en contrepartie, il aura tout ça. Il faut arriver, et ça c'est un défi majeur, à tisser du lien avec vos clients. Ça peut être avec un contenu sur l'information, sur des services, sur la vision, sur, je ne sais pas, ça peut être des contenus scientifiques, ça peut être des contenus qui rendent service. Ça veut dire, vous allez, par exemple, en vacances à tel endroit, dites-nous, etc. Si vous cassez vos lunettes, allez voir machin, etc. En tout cas, c'est encore une fois cette approche de la solution et du dialogue permanent, et encore une fois, pas seulement pour vendre des lunettes. Et puis, évidemment, dans ce monde-là, vous comprenez bien que l'imbrication du digital et du physique, elle est totale. C'est-à-dire que vous allez communiquer avec votre client par Internet, mais vous allez aussi avoir besoin de le voir. Et là où je trouve que les opticiens ont quand même énormément d'atouts et de chance, entre guillemets. Les atouts, c'est que vous êtes quand même sur un produit indispensable. Donc, vous ne pouvez pas dire, c'est pas le restaurant, c'est pas j'ai un peu moins d'argent, donc je n'achète pas de lunettes. Non, les lunettes, vous en avez besoin. C'est un produit technologique, c'est un produit dans lequel vous devez faire confiance. Et donc, il faut qu'il y ait à un moment ce contact physique. Mais tout ce qui pourra faire que vous allez améliorer votre prise de décision personnelle sera majeur. Moi, honnêtement, quand je vais chez mon opticien avec mon ordonnance, j'arrive, il y a 300 montures devant moi, j'ai aucune idée de celle que je choisis. Et puis, il y a un moment, vous êtes bien obligé de choisir. Donc, au bout d'une demi-heure, vous allez tourner en rond. Et puis, peut-être que vous passez à côté de la paire qui aurait fait de vous une superstar, vous voyez. Et donc, moi, je pense que, par exemple, avoir l'opportunité d'accéder au magasin en ligne, de coller sur votre photo toutes les lunettes, toutes les paires de lunettes possibles, vous voyez, au moins, vous avez un service et une prestation qui est de meilleure qualité. Je pense qu'il y a une vraie nouvelle façon de servir les métiers de l'optique. Et je pense qu'il y a une vraie révolution là qui est possible, que va précipiter la crise sanitaire, mais qui aurait été, là encore, nécessaire et qui serait peut-être produite dans 5 ans, 10 ans, et qui va mettre moins de temps à se produire. Alors, oui, c'est vrai qu'on peut penser que les opticiens ont un peu plus de temps, mais en fait, pas tant que ça.
Parce qu'en fait, les opticiens, ils ont traversé au début le 100% santé, donc la trésorerie est au plus bas. Ouais. Juste derrière, ils ont eu 2 mois de confinement. Ouais. Ils n'ont toujours pas retrouvé les volumes, et même s'ils restent ouverts aujourd'hui... Puis eux aussi, ils ont eu les grèves et les gilets jaunes. Hein. Ah, ça, effectivement. Donc ça leur fait... Eh oui. Ça leur fait c'est la 3e crise qu'ils traversent, et aujourd'hui, ils ne font pas le volume qu'ils faisaient l'année dernière à la même époque. Donc justement, si vous voulez vous adresser aux opticiens, qu'est-ce que vous pourriez leur dire aujourd'hui? Quels conseils vous pourriez leur donner pour conclure notre interview? Moi, je suis convaincu qu'il n'y a qu'une seule voie à emprunter aujourd'hui, c'est la voie de l'augmentation de la valeur. Hein, parce que tous ces discours sur la décroissance, c'est des discours absolument stupides. Parce que de quoi on parle quand on parle de croissance? On parle de création de valeur, de création de richesse. Ce qui est vrai, c'est que la création de valeur, demain, elle viendra de moins en moins de la production de biens matériels et de plus en plus de la création de services. La création de valeur, elle viendra de moins en moins de l'avoir plus, elle viendra de plus en plus de l'être mieux. Et donc, c'est ça, encore une fois, qui va créer de la valeur. C'est tous les nouveaux services qu'on va rendre. Donc, moi, je crois que ça, c'est un point majeur. Ensuite, je pense que le consommateur, et ça, c'est vrai pour beaucoup de secteurs, c'est vrai pour l'alimentation, par exemple. Et c'est vrai aussi, je pense, pour l'optique, c'est que le consommateur, il est prêt à entendre un discours de qualité, et non plus un discours centré exclusivement sur le prix le plus bas, le coût le moins élevé. Et je pense que, exactement comme pour l'alimentation, le client du magasin d'optique, il va vouloir du sens, il va vouloir du confort d'abord. Hein, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est très compliqué, par exemple, quand vous êtes client, que vous achetez une paire de lunettes, que vous achetez une paire de lunettes très bon marché. Est-ce que vous savez quelle aurait été la différence de confort que vous auriez eu avec une paire de lunettes de très bonne qualité? Donc ça, c'est peut-être aussi quelque chose qu'il faudrait essayer, faire un peu de pédagogie là-dessus. Moi, je pense que le consommateur, encore une fois, il est prêt à payer pour de la qualité, il est prêt à payer pour du sens. Donc encore une fois, c'est tout con, mais une monture, c'est quand même un produit, c'est comme la mode. Et donc, exactement comme on peut s'interroger sur je vais peut-être pas mettre des habits qui ont été fabriqués à bas coût dans des pays à bas coût de main-d'œuvre, etc. Raconter une histoire. Votre monture, elle vient de là, elle a été designée par un tel. Raconter l'histoire du produit beaucoup plus. Faut arrêter de penser que les lunettes, c'est un produit médical. C'est aussi de plus en plus. Alors, c'était évidemment un produit de mode, déjà depuis très longtemps. Mais c'est aussi un produit de sens. C'est-à-dire que quand vous avez des convictions et des engagements aujourd'hui sur votre rapport à la nature, que vous avez des convictions sur l'environnement, sur l'écologie, sur l'avenir de la planète, etc., eh ben, vous n'achetez pas vos lunettes de la même façon qu'avant. Vous ne leur faites pas parcourir les mêmes milliers de kilomètres que ce que vous auriez fait avant. Et vous allez peut-être regarder différemment aujourd'hui les lunettes faites, je dis dans les Vosges parce que je sais qu'il y a beaucoup de fabricants, dans le Jura, je sais qu'il y a beaucoup de fabricants de lunettes dans le Jura, que les lunettes fabriquées en Asie pour pas cher. Donc je pense que là, il y a une vraie opportunité de faire coïncider une nécessité pour les opticiens avec les aspirations des consommateurs. Et ça, je pense que c'est important. Tout ça, c'est du service. Donc, pensez que vous proposez une solution de confort de vision et non plus que vous vendez une paire de lunettes. C'est un peu ça mon message modeste, hein, parce que, encore une fois, je ne veux surtout pas apprendre aux opticiens à faire leur métier, ce que j'ignore totalement. Beaucoup de réflexions, beaucoup d'inspiration. Merci beaucoup, Emmanuel Le Chypre. C'était un plaisir. Ça a été un plaisir de vous recevoir. De notre côté, on se retrouve sur le prochain live le mois prochain. Nous parlerons d'innovation dans le secteur de l'essayage virtuel, où nous présenterons une nouvelle technologie qui est capable en 30 secondes de prendre une photo d'une paire de lunettes, la digitaliser et l'envoyer par SMS à son client pour l'essayer directement depuis chez lui. N'oubliez pas de vous inscrire sur acep.live si vous ne l'avez pas encore fait. À très bientôt.